Bienvenue sur Expédition Tech, le podcast où l'on part à la rencontre des entrepreneurs tech qui révolutionnent leur marché. Dans chaque épisode, je vous propose de découvrir leur parcours, leurs ambitions, les dessous tech de leurs projets, mais aussi la réalité de leur quotidien sans artifice. Et cette semaine, je vous propose de découvrir l'histoire de Fybot avec son CEO international Guillaume Arnoux. Et c'est parti, sans transition, on se retrouve directement avec Guillaume. Bonjour Guillaume, bienvenue sur Expédition Tech. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis ravi de t'avoir. Alors toi, tu es le CEO international de Fybot. Et plutôt que de me risquer à une introduction et une présentation de Fybot, écoute, je vais te laisser directement présenter Fybot en quelques mots. On aura le temps d'y revenir, mais globalement, c'est quoi la grande idée de Fybot ? D'accord, très bien. Écoute, Fybot, c'est une petite boîte française, on va dire, de près de 25 personnes. On a été créé en 2010, je crois. Et notre métier de base, c'est la création de robots, avec un historique de plus de 20 ans. Les fondateurs, Johan, Bertrand, Fabien, sont des gens qui faisaient de la compétition de robots, étaient champions de France, champions d'Europe de robotique, et ont décidé, en plus de leur métier et de leurs différentes voies professionnelles, ont décidé de se réunir à nouveau dans les années 2010 pour créer une gamme de robots de nettoyage, et ils se sont recentrés donc sur ce métier de la robotique et ont créé Fybots, le F pour Fabien, le Y Johan, le B de Bertrand. Ah, ok. Définir le nom, et les bots pour robots, pour un peu l'origine du nom, et de réunir un peu leur expertise pour développer une machine qui n'existait pas réellement sur le marché. C'était une machine de nettoyage de sol à niveau industriel. Les grands espaces, si on veut raisonner un petit peu robots ménagers de nettoyage de sol, là on est sur une échelle, on va dire entreprise, usine, centre logistique, centre commercial, etc. Et donc il n'y avait pas tellement de machines 100% robotisées et 100% autonomes sur le marché. Donc ils ont décidé d'utiliser leur savoir-faire et de développer cette machine. Donc ça a pris quelques années. Et un développement donc à la fois du software en interne, de la machine en termes de prototype, puis derrière la phase d'industrialisation avec le montage de la fabrication des premières machines, les premiers tests, et puis ensuite la phase industrielle où il a fallu développer un produit plus industriel, justement, plus approche entreprise et crédible sur le marché. Donc, c'est ce qui a pris un petit peu de temps. Oui, parce que l'entreprise, effectivement, moi je m'étais noté une date de création en 2010, même si effectivement les cofondateurs se sont rencontrés avant, avec aujourd'hui un périmètre international, quasiment un peu plus de 25 personnes, je crois, salariées dans l'entreprise. Et toi, pourtant, tu arrives il y a à peu près 3 ans. Ouais. Comment est-ce que tu te retrouves chez Fybot ? Est-ce que c'est plutôt le projet, l'équipe ? Raconte-moi un petit peu, toi, ton arrivée. Alors, au départ, c'est toujours une coïncidence, on va dire par erreur, allez, on va la jouer comme ça. Par erreur, j'ai mon beau-frère qui a pris la direction financière de l'entreprise et qui m'appelle en me disant, tiens, je suis bon en finance, je suis pas tellement bon en produit, j'ai l'impression que la machine est belle, est bonne, elle marche bien, l'équipe est sympa. Écoute, viens voir parce que pour l'instant, ils en vendent pas beaucoup. Alors, je suis arrivé en disant, bon, j'ai pas tellement envie de reprendre. Moi, je suis issu de l'industrie automobile, j'ai fait une quinzaine d'années à la direction internationale d'un groupe fournisseur de l'industrie automobile, les pièces moteurs, fonctions plastiques, etc. Ça s'appelait Mecaplast. Donc rien à voir quand même. C'était dans l'industrie quand même. Hein. C'était là, le montage d'usine, montage de toute l'activité internationale, développement des réseaux, etc. Donc, c'était mon ancien métier. J'avais pris ma retraite de l'industrie à 40 ans pour faire de l'immobilier sur la Côte d'Azur et puis de l'art dans des galeries d'art. Donc, j'étais tranquille au soleil. Et on m'a appelé en me disant, viens voir cette machine. Et j'ai fait l'erreur d'aller la voir. Et donc, je me suis retrouvé à côté de Versailles, à Voisin-le-Bretonneux, avec cette équipe de fous furieux, Johan, Bertrand, toute l'équipe. Et je me suis dit, bon, l'équipe est en effet a un savoir-faire. On est bien dans un groupe de geeks, là, exactement dans ce périmètre. Je suis allé voir la machine, et bon, ayant quand même une quinzaine d'années dans l'automobile, j'ai vu une conception de machine qui était fantastique. Fiabilité, une solidité, enfin une architecture, un accès au SAV, enfin aux pièces de rechange, enfin une ergonomie qui était impressionnante. Et j'ai demandé à Johan, mais vous avez appris ça historiquement dans votre période de robotique, ou vous avez développé ça? Donc Johan, lui, était patron du SAV chez Peugeot Citroën pendant une dizaine d'années, à l'international aussi.
Et donc bon, il y a quand même un savoir-faire industriel et une expertise automobile autour de cette machine, hein. Donc ça, je l'ai vu tout de suite. Le dernier point, c'était de dire bon, la machine est belle, l'équipe a un savoir-faire évident. Deux éléments à vérifier, c'est pourquoi elle se vend pas et en parallèle analyser le marché. Alors deux choses sur le marché, je me suis rendu compte que l'ensemble de l'industrie du nettoyage faisait fausse route. C'est-à-dire qu'en regardant l'ensemble des machines qui étaient produites, que ce soit machine manuelle, auto-tractée ou éventuellement robotique, ce qu'on a pu vérifier après, toute l'industrie avait décidé de mettre de l'eau sur le sol pour nettoyer le sol. Alors ça peut marcher sur des petites surfaces ou dans une zone particulière d'un supermarché. Par contre, envoyer de l'eau au quotidien dans des usines qui sont pleines de poussière, dans des sites industriels, ça n'avait aucun sens. C'est pas ce qu'on fait à la maison. On a tendance à plutôt aspirer ou balayer avant de passer la serpillière. Mais l'industrie du nettoyage passe la serpillière directement dans la poussière. Donc, créer une sorte de boue qui finalement fait semblant de nettoyer. Quand c'est mouillé, ça brille. Et puis quand c'est sec, il y a encore des résidus. La poussière. Et puis il faut gérer les machines, il faut les nettoyer. Enfin, c'est une catastrophe. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est étrange parce que c'est quand même rare de tomber sur une industrie qui est quand même aboutie, mais qui utilise un process qui est absurde. On est les seuls sur le marché à avoir développé, toujours maintenant, une solution complètement autonome qui va, on va dire, nettoyer, partir d'une station, nettoyer, faire son programme en fonction d'un planning qui a été défini et qu'elle a enregistré, revenir à sa base, s'auto-nettoyer, il y a un processus d'auto-nettoyage de la machine, avec des soufflettes, enfin, on a un système breveté, et on a derrière la machine qui va reculer, se vider sur un plateau, le plateau va se vider dans la poubelle. La machine se recharge en batterie s'il y a besoin et repart travailler. Donc solution totalement autonome. Donc on est en fait aujourd'hui, et c'est ce que j'avais détecté, le seul réel robot. Le reste sont plutôt des cobots, des machines qui ont besoin d'un accompagnement, et on est la seule machine complètement autonome dans le métier du nettoyage. Donc ça, c'était la deuxième raison d'entrer sur ce marché. On va dire bon, la concurrence, ça va être assez facile parce qu'on n'en a pas. Donc c'est magique. On a le savoir-faire, on a l'équipe, on fabrique déjà, on est déjà en production de machines de série, elles sont livrées déjà chez les grands clients, et on a très peu de concurrents crédibles. L'autre élément, le dernier élément, c'était comprendre pourquoi on les vendait pas. Alors là aussi, c'est lié au métier. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand je suis arrivé, Fibot avait embauché un commercial, un distributeur, qui était en charge donc de la France et de l'Europe, mais qui était issu de l'industrie du nettoyage et qui s'est dit, moi, la seule manière de vendre des robots, c'est d'aller voir les sociétés de nettoyage. Directement. Donc de passer par une sorte d'intermédiaire. Voilà, erreur stratégique. Au lieu d'aller voir le client qui a besoin de nettoyer son usine, on va aller voir les sociétés de nettoyage qui nettoient ces mêmes usines. Alors ça, c'était une erreur stratégique parce qu'en fait, toutes ces sociétés de nettoyage étaient très contentes de pouvoir montrer notre robot, changer le logo, prendre le logo Fibot, mettre le leur en disant voilà, on est à la high-tech, on est à la pointe de la technologie, on investit dans la robotique, mais surtout pas mettre des robots en réel parce que derrière, ça casse notre business plan. Nous, on gère des heures humaines et on gagne de l'argent sur du travail humain fait ou pas fait. Et alors, justement, toi, tu es arrivé il y a 3 ans, donc globalement en 2017. L'entreprise s'est créée en 2010. De ce que je voyais sur votre site, entre 2010 et 2015, globalement, c'est exclusivement de la R&D avant de commencer à commercialiser les premiers robots, notamment avec le commercial dont tu me parlais tout à l'heure. Comment est-ce que tu expliques typiquement que pendant presque 5 ans, l'entreprise se focalise exclusivement sur la R&D, sans être sûr en plus d'avoir une demande en face qui est prête à acheter aussi ce produit-là, finalement? Alors, on est aujourd'hui sur des scénarios de navigation de robots qui sont très complexes. Le robot balayeur, il doit aller dans chaque recoin, il doit naviguer, il doit parfois rencontrer des chariots élévateurs, des obstacles, des gens dans un aéroport ou dans un centre commercial. Donc, il y a toute une notion de sécurité est importante. C'est un produit nouveau qu'on amène sur le marché, donc il faut que le marché aussi le comprenne. Les limites financières, parce que c'est une société qui a démarré avec des fonds propres, des actionnaires fondateurs, du soutien Love Capital et famille, voilà, et famille. Donc forcément pas aujourd'hui, pas 50 personnes pour développer un robot. Et en même temps, la volonté de ne pas lancer sur le marché une machine qui marcherait pas. Et c'est là où c'est intéressant ce que tu dis parce que, par exemple, sur d'autres entreprises, par exemple un peu plus technologiques, sur du software, par exemple, tu vois, on dit souvent il faut lancer le plus rapidement possible. C'est pas grave si la plateforme, par exemple, est pas si robuste que ça. Il faut qu'elle ait les fonctionnalités de base et puis on corrigera ensuite le tir. Là, j'ai l'impression quand même sur
sur un produit hardware, sur en plus une industrie qui est quand même où il y a de la concurrence, qui a un marché déjà établi, comme tu le dis, effectivement, il n'y a pas le droit à l'erreur et donc on est obligé de passer du temps pour avoir une machine robuste qui fonctionne, je dirais, au premier coup. En fait, pour comprendre, il faut imaginer combien de temps Tesla ou combien de temps PSA ou BMW va mettre à sortir un véhicule autonome. Ah, c'est ça. Il n'y a pas que la contrainte, il y a une grosse consonante, bien sûr, soft. Hein. Le soft, il est aussi maîtrisé en interne. Bertrand est un spécialiste de l'algorithme et a créé 100% de ce qu'on a chez nous. Donc il fallait le créer, mais derrière on a du hardware, on a une machine et cette machine elle doit pas écraser un enfant dans un centre commercial. C'est Elle mieux. doit pas tomber dans un escalier. Elle doit donc il y a tout ce là, il y avait le soft et aussi le hardware à développer. Donc on a mis un peu de temps, mais on arrive sur le marché prêt. Le dernier élément, c'est que le marché n'était pas prêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parlait à des gens de nettoyer avec un robot, il n'y avait pas forcément un intérêt. Or, aujourd'hui, pour des raisons de réduction de coûts, il y a quelques années, et maintenant d'intérêt pour l'aspect santé, l'aspect propreté, de manière générale, on est vraiment, vraiment au bon timing de notre marché. Et on est prêt à la fois au niveau de la structure du produit et de l'industrie pour répondre à des demandes importantes. Aujourd'hui, on s'adresse plus qu'à des grands groupes. Il y a des temps de décision plus importants, mais quand on parle à Johnson Johnson aux États-Unis, à General Motors, on a une phase d'essai en cours chez General Motors à Détroit. Quand on parle à PSA qui a acheté des robots, quand on parle à L'Oréal, quand on parle à Carrefour, quand on parle à toutes ces grandes entreprises, il y a un temps de réflexion, il y a un temps de test, et si la machine n'est pas fiable, ils vont pas investir globalement sur cette technologie. Donc maintenant on est au bon timing. Et justement, j'en profite, tu me parles effectivement de vos clients grands groupes et c'est là où l'axe stratégique est intéressant. Vous mettez de côté, je dirais, les intermédiaires pour vous adresser directement au client final. Justement, votre cible, tu en parlais, c'est beaucoup les acteurs logistiques, les grands groupes. Bientôt, dis-moi si je me trompe, mais les espaces aussi de bureaux avec une nouvelle gamme de robots. Concrètement, sur des grands groupes, on sait que les temps de négociation sont beaucoup plus longs que si tu t'adresses à des PME, à des startups, voire des TPE. Tu dis que le marché est prêt, que le produit est prêt, qu'il y a aussi besoin de commencer à générer de la croissance, de l'argent pour remettre de l'argent et réinvestir dans la recherche et développement. Comment est-ce que, tu vois, tu discutes avec ces grands groupes-là pour essayer de raccourcir au plus vite les cycles de vente pour justement... parce que tu vois, d'un côté, il y a de l'argent à faire rentrer pour qu'il y ait une vraie activité économique, que l'entreprise soit pérenne, mais de l'autre, tu as des cycles de décision qui sont super longs. Oui. Ça, c'est une combinaison en fait. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, l'idée c'était de reprendre en main complètement l'aspect commercial à la fois en France et à l'international. Il fallait de toute façon préparer notre distribution à l'international. La France, c'est un des pays au monde. Hein. C'est pas parce qu'on est en France qu'on doit privilégier ce marché. Il y a des marchés beaucoup plus gros à la limite. On parle des États-Unis, on parle de certains marchés. Le marché français est finalement assez petit. Mais aujourd'hui, une approche groupe, si aujourd'hui on vend une machine à PSA en France, il va falloir qu'on sache la livrer dans tous les pays où PSA est installé, quand ils vont décider d'un déploiement. Moi, j'ai vécu ça dans l'automobile, mais c'est valide sur l'ensemble des grands groupes internationaux. Aujourd'hui, si on doit livrer en Argentine, on doit être capable. Si on doit livrer aux États-Unis, au Japon, on doit... Donc la phase crédible, elle était de surtout devenir internationale en très peu de temps. Et de positionner au travers de distributeurs qui sont à la fois des vendeurs, mais en même temps des gens qui vont faire notre SAV. Donc, trouver des distributeurs, c'est assez facile. Il faut trouver des gens crédibles qui ont aussi cette capacité de SAV. Notre partenaire aux US, USA Clean, gère déjà depuis 20 ans la maintenance de toutes les machines de nettoyage, robotique ou pas, et a à peu près un réseau de 600 personnes sur les routes pour faire le SAV des machines. Donc, ils sont à moins de 2 heures de tout client qu'on pourrait avoir. Donc notre développement, c'était de positionner sur actuellement une vingtaine de pays des distributeurs locaux que l'on forme et qui ont le savoir-faire de la distribution, de la vente, en même temps de l'installation et du SAV de nos machines. Ça, c'était primordial. Et d'ailleurs, là aujourd'hui, l'entreprise, comment est-ce qu'elle est structurée en termes tu vois, d'équipe globalement, pour avoir une vision un peu globale de Fibot aujourd'hui, ces 25 personnes-là, ils sont répartis de quelle manière? On est une organisation très lean, hein, c'est-à-dire qu'on est très peu d'administratifs finalement. Je dois être le seul d'ailleurs.
sert à rien. Donc on est très axé quand même autour de la machine. C'est-à-dire qu'on a une équipe de 10-12 personnes sur la partie R&D technique, et ensuite le reste c'est de la production avec très peu d'administratif. Moi je D'accord. gère maintenant le commercial aussi en France et à l'international. Donc on est finalement assez dense, assez lean sur notre organisation, mais aussi très efficace parce qu'il suffit qu'on détecte un bug sur le robot à 2 heures du matin à Singapour et puis il sera solutionné le lendemain en France parce qu'il y aura un coup de fil de Johan à Bertrand et le problème est réglé. On n'a pas à faire appel à une société X ou Y qui aura développé le logiciel pour nous avec une réunion de projet, un budget, une modification. Enfin, voilà, on est très très réactif. Et effectivement, et parce que aussi vous avez cette organisation-là, il me semble aussi que la partie R&D va de plus en plus vite, et notamment avec les derniers événements, notamment autour de la Covid-19, je sais que le plan de développement a aussi un peu différé du fait de ces événements-là, et notamment avec un léger changement de direction que vous avez avec le partenaire Octopus. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ce projet-là rapidement? Parce que ce qui m'intéresse dans ce projet-là, c'est vraiment, pour le coup, le temps de développement, le cycle de développement d'un nouveau produit a été extrêmement court, qui plus est avec une entreprise externe, un partenaire externe qui faisait pas partie de l'entreprise elle-même. C'est un bel exemple en fait parce qu'en effet avec la crise du Covid, on s'est retrouvés un petit peu tous à la maison en train de se dire bon, on a la plupart des marchés qui vont être reportés. Ayant quand même plusieurs pays, on a quand même des marchés qui se sont finalisés en termes de nettoyage. Mais on s'est dit tiens, on va en profiter pour être tous tous un peu tranquilles et réfléchir à cette crise de Covid, pas uniquement sur l'aspect viral, mais l'aspect bactérie. On est finalement, c'est pas du tout une rupture, c'est une continuité. Ça fait juste des années qu'on explique que la poussière elle est pas visible, mais enfin elle est partout, elle est surtout aussi dans les poumons du public ou des employés si le site est mal nettoyé. Et finalement, cette crise du Covid avec une possible contamination par l'air, etc. On s'est dit, on va essayer quand même d'utiliser les véhicules qu'on a, qui ont un chemin assez complexe déjà et qui traversent des bureaux, qui traversent des usines, qui traversent des centres commerciaux, et y ajouter une technologie de désinfection. Donc on avait le véhicule, on avait l'infrastructure logistique, logicielle, machine. Il fallait trouver la meilleure technologie disponible. Donc là, on a étudié un petit peu le marché, on a regardé ce qui se faisait, et on est finalement tombé sur la société Octopus qui a développé depuis 7 ans maintenant cette technologie de désinfection par voie aérienne. Et ils sont une des rares boîtes à utiliser un brouillard très sec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de, on vient pas Humidifier la abîmer les surface. surfaces. Voilà, on est sur une structure qui est des particules qui sont très fines et qui restent en suspension. Donc on les a contactés, c'est aussi une boîte à peu près de notre dimension, et avec Bertrand Verne, et là j'ai vite créé un contact, on s'est dit bon nous ils ont des gammes de robots, on était quand même plus avancé sur la partie robotique et on avait surtout une crédibilité à la fois client sur la désinfection, sur le nettoyage humain on va dire, et à la fois cette présence internationale qui leur a dit capacité technique robotique oui, présence internationale, oui, et aujourd'hui une reconnaissance déjà de nos technologies sur le marché. Donc c'est un bon partenaire. Et nous de notre côté, on a dit c'est les seuls qui ont vraiment développé cette technologie de brouillard sec et qui savent la mettre en place et qui connaissent quand même les robots. Donc on n'est pas en train de parler à des gens qui n'ont aucune expérience robotique, au contraire. Donc c'était parfait. Et combien de temps ça a duré? En fait, on a très vite fonctionné. C'est-à-dire qu'on leur a dit livrez-nous des buses, ce qu'on appelle des viruguns. Donc c'est des guns avec 5 buses. Et nous, on va commencer à les monter sur nos robots. On se rencontre à distance au départ, et puis après on se voit, et on fait tourner la machine et on voit ce que ça donne. Et les premiers tests qu'on a faits sont je vais pas citer le nom, mais enfin, sont pour nettoyer des trains. Et on a développé toute cette avant-phase de nettoyage de rames de train. On était en concurrence avec une dizaine de boîtes et finalement on était la seule crédible à la fois en termes de robots autonomes bien entendu et derrière de désinfection. C'est-à-dire on s'est rendu compte qu'avec les guns qu'on a adaptés nous en positionnement, on va dire en hauteur et en orientation, on a été capable de désinfecter, de viser les sièges, les poignées, les barres de Les zones maintien, sensibles. voilà, toutes les zones sensibles. La technologie de l'atomisation fine
permet à l'air conditionné ou au chauffage d'aspirer aussi ce nuage et de désinfecter tout ce qui est climatisation et chauffage. C'était la surprise du jour quand on était sur le test numéro 5. On s'est rendu compte quand on a lancé le robot et que le robot commençait à désinfecter la cabine de pilotage, que les bandelettes de test qu'on avait positionnées à 25 mètres plus loin étaient déjà en train de changer de couleur. Donc ça veut dire que le nuage avait été pris, était rejeté par la clim. Donc là, on a créé un parcours dans le train où le robot arrive, nettoie la cabine, avance, va faire un petit tour là où la prise d'air de la climatisation se fait. Donc on voit le nuage, continue son trajet et puis s'adapte un petit peu à l'environnement d'un train, ça peut être d'un train, d'un métro, d'un avion. Enfin. Et ça a duré en quelques mois finalement en plus. En 2 mois, on avait développé les premières machines, on a livré les premiers prototypes pour nettoyer les trains, 2 mois après les premières discussions. Et on n'a pas discuté longtemps, on s'est signé un accord de principe très rapide en disant génial. Nous, on a un robot qui s'appelle Firebots. Vous avez une technologie qui s'appelle Octopus. Bon, on va badger un robot Firebots Octopus. Comme ça, c'est le vôtre aussi et vous allez aussi pouvoir le vendre. Immédiatement disponible en 2 mois. Donc, on a sorti le premier proto dans le train et là, on n'avait plus personne en concurrence. On était les seuls. Et tu vois, je trouve que moi, pour être transparent, c'est un secteur que je connais pas du tout. En tout cas, que je connaissais pas du tout avant de faire mes petites recherches et puis de discuter plusieurs fois avec toi. Et tu vois, je trouve ça génial que tu l'as dit, vous êtes une PME familiale. Je trouve que c'est un bon contre-exemple parce que généralement, on pense que tu vois, les PME, elles n'ont pas forcément les armes, les moyens financiers, les moyens humains de se développer à l'international, d'aller vite, de nouer des bons partenariats, de remporter des appels d'offres, des gros marchés concurrentiels. Je trouve que là, c'est clairement le parfait contre-exemple par rapport à toutes les histoires que tu me racontes depuis tout à l'heure. Alors, on va justement briser le mythe et je pense que l'intérêt de ton podcast, c'est ça, c'est de montrer que finalement, l'international, puis le développement, il est pas si compliqué que ça. Moi, j'ai quelques souvenirs en 87, 88. Après mon école de commerce, j'ai fait quelques tours du monde dans le cadre d'une association et je me suis déjà rendu compte en bossant pour des petites boîtes françaises qu'il y avait moyen, en utilisant des structures internationales, soit françaises, soit en allant directement vers des distributeurs. On a moyen. Il est aberrant d'aujourd'hui de monter des bureaux, d'aller installer, de créer une entreprise dans 27 pays dans le monde. C'est pas possible. Sauf si on a déjà une certaine structure et encore. Par contre, trouver un distributeur local qui a, lui, une structure de 20 personnes, et on a des distributeurs qui sont plus gros que nous. Moi, aux États-Unis, il y a 600 personnes. Et qui a l'expérience. Ils sont qui a l'expérience sur le. Mais ils ont la capacité locale. Aujourd'hui, une approche marketing, faire des salons. Bon, moi, je veux pas faire de salon parce que je vais pas tellement montrer nos machines. On préfère aller voir les clients directement et pas exposer nos technologies. Bonne approche. Donc ça nous coûte moins cher. Mais enfin, si c'était le cas pour une autre entreprise, c'est le partenaire local, distributeur, qui prend en charge les frais de promotion sur son marché. Donc finalement, on arrive à se déployer. Je pense que toute petite boîte française peut aujourd'hui être présente sur une vingtaine de pays en très peu de temps, si le produit est viable et s'il intéresse un distributeur. Mais aujourd'hui, aller s'implanter ou suivre des conseils qui vous disent il faut ouvrir un bureau de représentation, il faut ouvrir un bureau. Non, faut pas ouvrir de bureau. Le bureau, il est au siège. Ça va très bien. On a des ordinateurs, des caméras. On s'en rend compte maintenant. On n'a pas besoin de voyager finalement. Effectivement. On a une capacité aujourd'hui à avoir des relais locaux dans tous ces pays. C'est la clé d'un développement international pour une PME. C'est évident, donc on ne consomme pas tellement de fonds pour ce développement international, et au contraire, quand on doit... Et pour nous, ça a même été une stratégie de marché, parce qu'aujourd'hui, quand on a une vingtaine de distributeurs, ces distributeurs, ils sont obligés d'avoir des machines de démo, donc on leur vend des machines de démonstration, certes moins chères que les machines, on va dire, vente. Mais tu as déjà un engagement, mais on a déjà aujourd'hui une première vente qui est le réseau. Bien sûr. Aujourd'hui, quand on a développé, là, on est en train de réaliser une quinzaine de premières machines de désinfection en version L, une petite version. C'est des machines qui vont toutes chez un distributeur et qui sont achetées par le distributeur. Donc ça, c'est déjà un premier marché. Donc. Effectivement. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises qui se créent avec, tu vois, comme fer de lance, vraiment la technologie. On va réduire les coûts, on va faire gagner de l'argent à nos clients. On sait que dans les dizaines, quinzaines, vingtaines prochaines années, une partie de la tech détruira nécessairement des emplois qui aujourd'hui, qui demain plutôt pourront être remplacés, qui pourront remplacer des emplois actuels. Bien sûr,
tout n'est pas pessimiste et il y aura des nouveaux emplois qui vont se créer. Est-ce que vous, de votre côté, puisque effectivement le robot aujourd'hui est autonome et donc on n'a plus forcément besoin d'avoir des agents sur place, est-ce que vous êtes posé justement cette question-là de l'impact sur l'emploi de Fybot et des robots et puis de l'entreprise que vous avez créée aujourd'hui? Alors ça, c'est une question qu'on se pose souvent, mais dans notre métier, on a cette chance de finalement remplacer des gens difficiles à trouver. C'est pas évident de trouver des employés qui ont envie, comme j'ai dit tout à l'heure, d'aller dans la poussière à 2 heures du matin dans un entrepôt logistique. C'est pas des métiers faciles, c'est pas des métiers de santé dans tous les sens du terme. Donc c'est cette main d'œuvre là qu'on va remplacer. C'est des métiers finalement assez pénibles. Et pour moi, la robotique en remplacement de la pénibilité, on va dire, c'est logique. Je pense qu'on doit garder l'être humain dans tout ce qui est service. Ça fait partie de la qualité et de l'image d'une entreprise. Moi, je suis pas prêt à aller comme aux États-Unis, dans un supermarché, avoir que des machines. Je pense qu'il y a une notion de contact. Je pense qu'une caissière ou ce qu'on a même plus en France, un pompiste pour faire le plein, ça, c'est des éléments qui devraient être présents. Par contre, dans le domaine du nettoyage ou de la désinfection, le moins il y a de monde dans le périmètre, le mieux c'est. Maintenant, c'est un élément qu'on discute finalement beaucoup maintenant avec les sociétés de nettoyage qui finalement reviennent vers nous. J'ai mis en place un système qui leur permet finalement de gagner quand même de l'argent sur nos machines en nous remplaçant sur la partie SAV. C'est-à-dire, je leur dis, vous avez quand même des gens sur site qui font le nettoyage, par exemple des fenêtres, d'autres éléments, où il y a la partie multiservice. Finalement, vous avez des gens sur site. Nous, c'est pas forcément intéressant pour nous de partir de Versailles et puis de venir dans le nord de la France ou ailleurs pour changer un capteur. On a une capacité de détecter et de gérer beaucoup de choses à distance. On a même une équipe au Maroc qui suit le robot 24/7. Donc, on va gérer beaucoup de choses déjà en interne. Mais quand il faut être sur site, on est capable de former vos équipes à la première maintenance et à, pourquoi pas, le SAV même de certaines machines. Et là, vous avez une valeur ajoutée. Et là, vous devenez finalement un distributeur et on peut vous concéder un commissionnement ou des remises sur des prix publics plus importants qui finalement vous permettent de gagner plus d'argent que sur une opération manuelle. Et en même temps, utiliser vos personnels, peut-être pas tous, mais une partie de votre personnel sur site, pas le renvoyer finalement ailleurs, mais l'utiliser au SAV de la machine à notre place et à la gestion de la partie robotique, la programmation des robots. Finalement, quelqu'un qui nettoie depuis 10 ans une usine la connaît parfaitement, il va pouvoir facilement aider le robot en cas de problème. Donc on a cette notion de garder finalement de sous-traiter notre métier qui n'est pas notre métier principal. Le SAV des machines, c'est pas notre métier et on essaie de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible, mais finalement de le sous-traiter à des gens qui sont sur place, qui permet quand même de garder certains opérateurs sur site, mais plus de les coller à la machine. Ils sont plus assis sur la machine et dans la poussière, ils sont dans un bureau à gérer plus la partie programmation, efficacité, savoir-faire. Il y a des moyens énormes d'amélioration de productivité pour quelqu'un qui connaît le site et qui sait très bien que cette allée-là, elle est pas sale et qu'il faut pas la nettoyer tous les jours et plutôt se focaliser sur la rangée, dog food, parce que là, on va être en besoin de balayer plus souvent. Donc ça, on en tient compte. Mais moi, mon avis personnel, c'est qu'il faut arrêter de sortir du personnel, alors qu'on peut avoir des gens, en effet, dans un supermarché, dans une station-service. Finalement, c'est quand même sympa d'avoir un chauffeur Uber quand on a un problème plutôt qu'une voiture autonome. Enfin bon, il y a des notions. Moi, je garderai l'être humain là où il y a besoin d'un contact, d'un service. En tout cas, c'est une très belle conclusion à cet épisode-là, Guillaume. Je suis ravi d'avoir découvert Fybot et d'avoir pu discuter avec toi. Merci à toi, c'était très sympa. Et écoute, on a un peu de temps là, en attendant de pouvoir reprendre nos avions. Super. Et suivre nos machines. Eh bien, bon courage à vous et puis à très vite. Salut Guillaume. À très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié notre conversation avec Guillaume, le meilleur moyen de soutenir Expédition Tech, eh bien, c'est de partager le podcast à vos collègues et à vos amis. Et pour aller plus loin, n'oubliez pas de le noter aussi sur Apple Podcast ou iTunes. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître le podcast et pour préparer également la prochaine saison d'Expédition Tech. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.